tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga lecture, la manga lecture de la semaine. Qu'est-ce que j'ai lu de bon cette semaine? Des bonnes choses, puis encore la suite des séries que vous me voyez trop souvent lire de ce temps-ci parce que ils sont faciles à acheter, puis ils sont partout, puis j'ai pas assez de nouveautés que ça. Puis vous les voyez même pas dans les unboxings en plus, fait que... Donc sans plus tarder, on s'abonne, on like et on commente. Puis moi, je vous dis, c'est parti pour la première lecture de la semaine qui fut réservée à Hell's Paradise, avant-dernier tome, le tome 12 de la série. Donc, on continue l'action sur l'île, l'action finale de l'île en tant que telle, parce qu'on vient enfin de finir l'arc de l'île, du Paradise, de tout cet endroit. C'est officiellement fini, parce qu'il nous reste juste un adversaire à abattre à la fin de ce tome, qu'on verra probablement dans le tome 13. Qui va être un gros tome d'ailleurs, d'après ce que j'en vois pour le nombre de chapitres. J'ai bien hâte de voir ça, quand même. Mais pour ce qui est de l'histoire, dans ce tome-ci, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros impact, genre « Oh my God, qu'est-ce qui va arriver pour la fin? » Tu sais, on a comme le combat qui est de Gabimaru versus l'autre qui aurait pu être un Gabimaru, donc Shija. Et c'est comme un combat qui se résout un petit peu trop vite. C'est un beau combat, la dynamique est belle, tout va bien. Tu comprends un peu plus pourquoi Gabimaru est de même. C'est super. Mais il manque un petit quelque chose. Puis après ça, ils détruisent les fleurs, les piliers, tout le monde. Tout est comme vraiment beau. Les dessins sont clean. Mais après ça, on tombe dans l'arc final officiellement, où on apprend que le méchant suprême, qui est Who Cares, hein? C'est ce que je dis. Oui. Je trouve même plus son nom dans la fiche, mais ça c'est comme Lien, on va dire. C'est le méchant final qui est parti en bateau, puis que son but c'est de les recréer comme l'île, mais au Japon. Parce que pourquoi pas? Tous nos héros vont tranquillement pas vite se rendre. Il y a une petite prophétie de genre, il n'y aura que 2 survivants hommes et une femme. Ah. Est-ce que le tome 13 va voir une hécatombe? Beaucoup de morts? Peut-être. Ça m'intéresserait quand même. Pour l'instant, je trouve que oui, on vient de perdre la petite fille. Elle est officiellement morte. Je trouve que c'était un beau moment. Surtout sa transformation en papillon était... C'est stylé de la voir de même. Mais j'étais comme... Ah, ok. J'ai rien ressenti sur ça. Les ouvrières, ok, fine. Pense à autre chose. Mais j'ai bien hâte de voir quand même le combat final. Ça reste une bonne série. Puis je suis intéressé. Par la suite, j'ai lu le tome 3 de Mashle! C'est Mashle. Yes, c'est Mashle. Donc, on reprend les aventures de Mash. Il vient tout juste d'aller sauver un de ses amis. Amis, entre guillemets, parce qu'il va le devenir éventuellement. Et on apprend que les Magialopus sont en train de faire du vol de pièces partout, puis qu'ils sont en train de ramasser des pièces chez tout le monde. En mode, on va être les grands champions, vos autres dortoirs, vous êtes la chenoute. Fait que, Mash va dire, ok, je vais aller leur péter la gueule. Mais avant ça, faut qu'ils ramassent les chouettes. Faut qu'ils nettoient les chouettes, dans le fond. Il va se faire attaquer. Lui et son nouvel allié de dernière minute, qui est, en fait, c'est Lance qui vient l'aider. Fait que c'est Lance qui vient l'aider. Qu'on voit aussi sur la cover. Et ils vont se battre contre 2 des Magialopus. Le combat est vachement stylé. C'est vraiment le fun de voir Lance faire ses techniques de gravité. Et de voir Mash qui ne sait pas nager, tout d'un coup être capable de nager versus un requin parce que il s'est rendu compte que sous l'eau, il était capable de nager. Parce que c'est Mash. Par la suite, on va avoir un arc qui commence et qui n'est même pas fini. Où ils vont essayer d'aller retrouver leur ami de fille, Lehman, qui a été kidnappé. Et ils vont se ramasser dans des petits duels. Dans le fond, Dot va avoir le premier duel. Ça se passe vite, c'est un petit peu... comme duel, étant donné que ça met en place des choses, mais ça les accomplit pas à 100%. Mais sinon, après ça, les autres duels vont être beaucoup plus intéressants, vont pas nécessairement avoir une grosse conclusion dans ce tome-ci.
Lance va se battre, encore une fois, et va utiliser des sorts vraiment plus puissants qu'on le pensait. C'est le seul qu'on va vraiment voir se battre avec son adversaire qui utilise des sorts vraiment gros et vraiment magiques. Mais Lance va utiliser le Turtle Pulse et c'est vraiment stylé. Je peux pas arrêter de le dire. Et on va finir le tome sur un combat de Mash contre quelqu'un qui utilise l'accélération. Et c'est Mash. Fait qu'imaginez ce qui se passe. Mashle reste un incontournable tant qu'à moi du Shonen Jump en ce moment. Ça reste vraiment sympathique, ça se lit vraiment bien. Comment on n'a pas passé un bon moment avec cette série qui, d'après ce que l'auteur a marqué dans le tome 7, serait déjà à sa moitié. Donc une série qui sera pas très longue, peut-être gros max une vingtaine de tomes si on espère vraiment fort. Bon, jetez-vous dessus, c'est le temps. Par la suite, j'ai eu un milieu de semaine un petit peu avec le dernier tome de Pokémon Adventure Black and White 2. Donc, le dernier tome en anglais, bien sûr. C'est les seuls tomes que je lis en anglais pour les noms de Pokémon. Il me reste 2 tomes de Sun and Moon. Puis après ça, j'arrête d'acheter Pokémon. Tant il y a longtemps qu'ils ne me sortent pas des versions plus épaisses, des versions dans ce style-là, même s'il n'est pas épais, des Sun and Moon. Pas des Sun and Moon, mais des Sword and Shield. Et les autres d'après. Ce tome 4-là, dernier tome, reprend avec toute la chenoute qui est en train de se dérouler partout. Le combat final, c'est pas le mal. Sérieux, là? Lire ce tome-là, 4 mois après avoir lu le 3, j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Ça a juste pas d'allure. Il y a des beaux dessins. Tu sais, N puis elle qui se retrouvent là. c'est cute. N revient un pilier de l'arc. C'est le fun de le voir. Ça fait du bien. Mais j'étais comme un petit peu dubitatif tout le long. Puis ça finit juste cucu quétaine. Où c'est que tout le monde fait des attaques, des pledges. Tout le monde fait des belles affaires. Puis ben, tout le monde finit heureux. J'ai vu des arcs de Pokémon Adventure royalement meilleurs. J'espérais que l'arc de Black 2 et White 2 serait aussi bon. Disons que Black and White qui était très bon. Mais non, je suis déçu par ce dernier tome de Pokémon Black and White 2. Ouais. Et j'en parle même pas plus. Je suis déçu. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de Darwin's Game, publié par Kiun. Donc, Darwin's Game, tome 9. C'est le temps de voir ce qui est arrivé à Suzune, la fille du fleuriste, qui est les 2 filles sur la couverture, dans le fond. C'est elle. Avec son nouveau pouvoir du Darwin's Game. Mais c'est aussi le temps de commencer un nouvel arc narratif. Eh bien, c'est surprenant. La première partie avec Suzune est vraiment stylée. De l'avoir rentré par la fenêtre, c'est juste beau. Son design est vraiment cool. La docteure va finir par mourir, tuée par le clan des Sunset Raven. Et après ça, on va mettre en place l'arc suivant, tranquillement pas vite, qui va être un hunting game, où il faut que les personnages aillent chasser des animaux et un boss, éventuellement. Ils peuvent tuer des humains, ça donne des points, mais tuer un humain, t'enlèves des points aussi, fait que c'est intéressant comme concept. Puis l'affaire qui est vraiment intéressant, c'est que Kaname se ramasse tout seul sur l'île. Tout seul sur cette île géante. Il va rencontrer d'autres clans, dont un clan de moines qui tue du monde rapidement, parce que pourquoi pas. Et qui fait vraiment peur dans le dos, le boss absolu, comme Yo, blablabla! J'étais comme wow, ok! Il est fort, lui! C'est un rang A! C'est beau! Ah. Mais c'est un tome qui met en place l'arc du Hunting Game. C'est pas un mauvais tome. Loin de là. C'est un très bon tome qui met très bien en place ça. Je m'attendais pas à un arc de Kaname seul. Où Kaname va devoir faire des nouvelles alliances, va devoir trouver du monde et trouver vraiment le but du jeu s'il veut le gagner et poursuivre son avancée, parce qu'on aurait le principe que quand quelqu'un va devenir A3, tu sais, quand un joueur A3 va arriver,
on va être à ça de plus proche de finir le jeu du Darwin's Game. Le A2, même chose. Et quand un joueur A1 va arriver, qui est le plus haut grade, ça va être le dernier jeu du Darwin's Game. Donc, ça reste intéressant, c'est un concept qui est le fun, puis ça prouve qu'il y a une fin à la série. J'espère juste que ce sera pas dans le tome 50, parce que ça va commencer à être long et répétitif, j'en suis sûr. Mais d'après les critiques, jusqu'au 22, ça se continue comme du monde, fait que j'ai hâte de voir. Je suis intrigué. Darwin's Game réussit encore. Et pour finir la semaine, j'ai lu le tome 2 de Eden Zero! Oh, ouais. Un tome 2 un peu plus en pente de même que en roller coaster que le tome 1, je trouve. J'ai eu des très bons moments et des moments très Hiro Mashima que j'ai fait. Ok. Tu sais, fait on reprend avec Shiki, Rebecca et Happy qui sont sur la planète Norma pour aller revoir le professeur Wise, le docteur Wise, pour faire des réparations sur le vaisseau pour pouvoir aller rencontrer Mother. Mais là, il se ramasse que sur la planète, il rencontre Wise. Puis Wise a 50 ans de moins que le vrai Wise. Il est là, là. Parce que finalement, la planète Norma a été détruite par un croquetant. Ce qui est vraiment une bonne explication, je trouve, par l'auteur. Le croquetant, ça ressemble à ça. Le croque-miton. Ça ressemble à un genre de demi-dragon. Ce qui fait que la planète est 50 ans en arrière, en tout temps. Et qu'il n'y aura pas de conflit paradoxal, pas de genre, ah, mais si mon moi jeune meurt, je meurs. S'il se blesse, je suis blessé. Non. L'auteur, en fait, j'ai créé de quoi qui fait en sorte que je peux utiliser des personnages du passé parce que ça me tente. Puis ça influe pas le futur, puis rien. Fait que le même personnage peut être là 2 fois, puis ça dérange personne. Ce qui est intelligent et quand même bien fait. Fait que la partie sur Norma, je la trouve quand même assez sympathique. Les attaques de Shiki restent très bien décrites. C'est le fun. C'est pas une mauvaise lecture encore. Puis la deuxième partie, oui, c'est le fun de voir que Wise est avec eux autres. J'aime vraiment le caractère du personnage. Puis oui, il n'y avait pas vraiment de perso comme ça dans Fairy Tail. Et ça va permettre une nouvelle dynamique. Mais il va aller se battre contre Erzi, dans le fond, qui va les kidnapper. Et Erzi va dévoiler des affaires comme quoi que le grand démon était son ami à elle, puis toute la quête. Puis j'étais comme... Fait que tu vas aider Shiki parce que... Puis ça, c'est quoi que j'aime moins, parce que c'est comme un petit peu cliché. Mais j'aime que la police court après Erzi, c'est des pirates, puis la justice, donc la marine, d'une certaine façon, leur court après. Tu vois la petite référence One Piece-ish, mais en tant que tel, c'est quand même Navy versus Pirate, c'est logique. Mais le personnage d'Erzi, je suis pas encore certain. C'est tout ce qui me déplaît un petit peu, puis la fin est un petit peu pêle-mêle. Mais je suis intrigué, puis j'ai hâte de voir. Les bases sont quand même assez solides pour l'instant de l'œuvre. C'est pas un Samurai 8 tout ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est ça? Arc. C'est encore plausible et j'apprécie quand même bien les personnages qu'on a dans ce tome. Donc, c'est sympathique. Mais c'est sûr que mon coup de cœur de la semaine revient à Mashal parce que c'est Mashal! Lisez Mashal! Wow! C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était Manga Fan qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!